Bonjour tout le monde, nous vous remercions de vous joindre à nous pour cet atelier que nous sommes très contents de pouvoir vous présenter au sujet d'une recherche-action que nous avons menée en partenariat avec les Trois Rives de l'Ontario. Pour ce qui est de l'atelier, nous allons procéder en 3 temps. Nous commençons par un mot d'introduction que vous offriront nos partenaires, les membres des Trois Rives de l'Ontario. Ensuite, la deuxième présentation vous partagera les résultats de la recherche. Et en troisième lieu, nous vous présenterons une esquisse des ateliers qui ont été développés à la base du matériel du projet. À la fin, vous aurez l'opportunité de poser des questions et avoir de la discussion. Nous prendrons toutes les questions à la fin. On vous encourage d'utiliser l'onglet Q&A, donc Q et A, pour poser vos questions tout au long. Et à la fin, nous irons choisir les questions pour vous répondre. Donc, pour commencer, il me fait très plaisir de vous présenter les représentants des Trois Rives de l'Ontario, Alain Doby, Jean-Claude Nda, Élise Edimo et Thomas Mercier, chacun représentant les rives du centre-sud-ouest, de l'est et du nord de l'Ontario, qui vont vous expliquer un peu le contexte du projet que nous avons mené ensemble. Alain, c'est à vous. Merci beaucoup, Louisa. Alors, j'avoue que merci et puis c'est tout un plaisir d'avoir l'opportunité de présenter enfin ce projet que nous avons commencé il y a déjà quelques années. Et au moment où mon équipe et moi, Jean-Claude, nous étions en train de travailler sur la présentation, on essayait de se rappeler un peu, dites-nous, mais comment est-ce que l'idée nous est venue et puis d'où est-ce que nous sommes partis? Alors donc, j'ai une petite présentation d'une cinquantaine de diapos, comme j'aime le dire, et j'espère qu'on va pouvoir passer à travers et puis voilà. Alors, donc, je vais rapidement vous présenter les origines du projet. D'où est-ce que l'idée de ce projet nous est venue? Donc, évidemment, comme vous le savez, Louise en a parlé, c'est l'Ontario français expliqué par les immigrantes et les immigrants francophones. Alors, donc, de façon générale, disons que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Les Trois Réseaux que nous avons élaboré en 2018. Comme vous le savez, il y a 3 réseaux en immigration francophone au niveau de l'Ontario. Et en 2018, nous avions un plan stratégique qui allait de 2018 à 2023. Et l'un des axes de ces plans-là touchait notamment tout le volet qui est de toute la question de l'attraction, de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants dans nos différentes communautés. Donc, en termes de base, c'est notre plan stratégique qui nous a guidés par rapport à ce projet. Ensuite, plus spécifiquement pour la région centre-sud-ouest, nous avons identifié 2 besoins. Le premier besoin, c'était comment est-ce que nous pouvions créer des liens avec les nouveaux arrivants francophones et la communauté d'accueil. Et deuxième également, comment est-ce que nous pouvons susciter des activités pour rapprocher et favoriser tout ce qui est inclusion de ces communautés francophones avec les communautés d'accueil. Et nous avions également pensé à nos frères et sœurs des communautés LGBTQ+. Et donc, ces 2 gros enjeux s'inscrivaient dans le cadre de ce plan stratégique-là. Donc, ça nous mettait un peu, si vous voulez, la table avec pour objectif de pouvoir mettre en place un ensemble d'activités, d'initiatives qui allaient permettre notamment tout ce qui est sensibilisation des nouveaux arrivants à leurs droits linguistiques, c'est quoi leur responsabilité, c'est quoi la valeur ajoutée notamment du bilinguisme, et puis c'est quoi les réalités des communautés francophones dans lesquelles ils venaient s'installer. Donc ça, c'était un peu l'objectif lorsque nous avions commencé ce projet. Alors, plan stratégique, des enjeux avec des objectifs à atteindre. Et là, il y a des éléments majeurs, ce que nous avons identifié comme étant des facteurs qui ont accéléré la mise en œuvre du projet. Vous vous souviendrez, au jour d'aujourd'hui, on s'en souvient et puis on sourit un peu parce qu'il y a eu des évolutions positives. Le 15 novembre 2018, le gouvernement Ford annonçait, donc j'ai envie de dire,
dans des mesures qui notamment mettaient toute la compression des services en français, la fin du projet de l'Université de l'Ontario français. Et également, dans ces mesures-là, il y avait le transfert des responsabilités du commissaire au service en français au bureau de l'Ombudsman. Deux grandes mesures dans cette annonce du gouvernement Ford, là, qui ont déclenché, j'ai envie de dire, une espèce de, en guillemets, de levée de bouclier au niveau des communautés francophones. Évidemment, les communautés se sont mobilisées. Et puis, suite à l'appel de l'AFO, il y a eu des mobilisations à travers pratiquement toute la province. Et puis, je me souviens également, en dehors de la province de l'Ontario, on avait également des francophones dans les autres provinces et territoires qui s'étaient mobilisés parce que c'était une espèce d'attaque, en guillemets, contre les droits des francophones en situation minoritaire. Donc, ces deux éléments-là sont venus accélérer l'idée que nous avions déjà au niveau des trois réseaux dans notre plan stratégique de dire que nous allons mettre en place des mesures qui allaient favoriser, j'ai envie de dire, l'accueil et l'intégration des immigrants dans nos communautés. Comment est-ce que nous allons bâtir des éléments de projet pour faciliter leur intégration? Mais lorsque nous avons entendu, lorsqu'il y a eu cette déclaration du gouvernement Ford, je vous dirais que c'est venu renforcer et accélérer la mise en œuvre du projet. Dans quel sens? Je me suis retrouvé, Alain Dobi, gestionnaire du projet de réseau en immigration francophone pour la région centre-sud-ouest. À l'appel de l'AFO, j'étais devant le bureau de mon député, ici à Stony. À l'époque, j'habitais à Stony Creek. Donc, nous étions des milliers de francophones qui avons fait le prix du GRU pour signifier notre mécontentement. Et je regardais dans la foule combien de francophones, ou du moins combien de nouveaux arrivants étaient mobilisés également. Et je ne vous cache pas que ça, c'est venu me chercher en disant, si moi, je suis présent de par le fait que je suis gestionnaire d'un projet en immigration, et je voyais également quelques-uns de mes collègues nouveaux arrivants qui étaient là parce que justement, ils travaillaient dans le cadre de leurs organismes. Je me suis dit, mais comment est-ce que les nouveaux arrivants, de façon générale, pouvaient se mobiliser lorsqu'il y a ce genre de situation? Parce que l'histoire nous a ramené que plus d'une fois, il a fallu que les francophones se mobilisent. Mais s'ils se mobilisent, c'est parce qu'il y a toujours des raisons qui les poussent à cela. Comment est-ce que les francophones, issus de l'immigration, pouvaient joindre ce mouvement? Ils ne pouvaient joindre ce mouvement que s'ils comprennent, j'ai envie de dire l'historique, s'ils comprennent le bien fondé. Alors, vous me suivez, tout ça est venu me chercher. Et c'est comme ça que je me suis dit, il va falloir qu'on aille chercher de la collaboration et qu'on voit comment est-ce qu'on est capable de mettre ce projet en œuvre. Et c'est ce qui m'a donc amené au niveau du réseau du Centre-Sud-Ouest à entrer en contact avec différentes personnes. Et au fil de mes démarches, là, je suis tombé sur Linda Cardinal, qui à l'époque, évidemment, était encore à l'Université de l'Ontario, pardon, de l'Université d'Ottawa. Mais elle avait déjà commencé à faire sa collaboration avec l'Université de l'Ontario français. Et donc, nous avons eu notre première rencontre au mois de mai 2019. Et c'est là que, évidemment, Linda, que vous connaissez bien, a été emballée par l'idée. Et puis, elle m'a dit, Alain, faisons de telle sorte que ce projet-là ait une plus grande portée. Et donc, nous avons commencé à identifier un peu c'est quoi les différentes composantes de ce projet. Et c'est là que nous avons dessiné les deux grandes composantes. Il faudrait qu'il y ait une espèce de volet recherche et un volet également de tout ce qui est atelier, où on pourrait renforcer les compétences, renforcer les capacités, renforcer les connaissances des nouveaux arrivants par rapport à tout ce qui est de l'histoire de l'Ontario français. Et donc, suite à cette rencontre, évidemment, Linda, à l'époque, a déposé son premier plan de travail en octobre, le 7 octobre 2019. Et à l'époque, a travaillé avec Martin Norba, que vous connaissez, qui aujourd'hui est au niveau de l'Association des collèges et universités de l'Ontario et de la QFC. Suite à cette rencontre également, nous avons donc eu, j'ai envie de dire, parce que Linda m'a dit, mais Alain, ce serait bon, bien que tu sois du réseau du Centre-Sud-Ouest, ce serait bon qu'on étale tout le projet à l'Ontario français. Et c'est comme ça que je suis allé chercher mes collègues du Nord et puis de l'Est, et nous avons formé le comité aviseur de ce projet-là. Donc, mes collègues Thomas Mercier, qui est en ligne avec nous, Brigitte, qui malheureusement n'est pas là, mais qui est représentée par Élise Edimo, son agent de projet, qui est avec nous. Et c'est comme ça que nous avons formé le comité aviseur, composé donc des représentants des réseaux et également de l'équipe de recherche. Et donc,
suite à nos discussions, le 16 octobre 2020, il y a eu le premier dépôt du rapport de Martin Normand dans tout le volet recherche sur recherche documentaire, tout et tout, a été déposé donc au mois d'octobre. Et ensuite, compte tenu des occupations de Linda et de ses nombreuses, j'ai envie de dire, son engagement, notamment au niveau de l'Université de l'Ontario français, elle nous a recommandé certains de ses collègues. Parce que malheureusement, compte tenu de la beauté et de la pertinence du projet, elle ne voulait pas le laisser tomber. Et c'est comme ça que nous avons été mis en contact avec une équipe de professeurs qui aujourd'hui, Dieu merci, sont avec nous. Monica, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il y a notamment François qui est là, Louisa, et Guillaume également, Guillaume qui à l'époque, et il est encore, il est attaché, là, chercheur associé à Sociopol. Donc, il y a une nouvelle équipe de recherche qui a pris la relève de ce projet et qui nous ont proposé un plan de travail en février 2021, avec, comme je vous le disais, les différentes composantes dont je vous ai parlé tantôt. Alors, donc j'ai envie de dire, ce projet, je suis remonté rapidement là au niveau des origines pour dire qu'il y avait d'abord le plan stratégique des réseaux. Il y avait les questionnements en termes de comment est-ce qu'on informe les nouveaux arrivants pour qu'ils s'approprient les enjeux des communautés francophones dans lesquelles ils viennent s'installer. Et nous avons eu l'appui des chercheurs. Et j'ai envie de dire, retenez simplement que ce projet, l'objectif, c'est ces nouveaux arrivants que nous allons, en guillemets, chercher pour qu'ils viennent renforcer nos communautés, pour qu'ils viennent enrichir nos communautés. Comment est-ce qu'on fait de telle sorte qu'ils comprennent la portée des batailles, des combats auxquels les communautés francophones en situation minoritaire sont confrontées? Ils ne peuvent pleinement s'impliquer que s'ils savent d'où est-ce qu'on est parti. Et la beauté de la chose, avec mes discussions avec Linda, c'est qu'elle a dit, Alain, il ne faudrait pas qu'il soit juste passif, puisque les nouveaux arrivants francophones sont également des acteurs de cette histoire de la francophonie ontarienne. Donc, le design de ce projet a fait de telle sorte que, et mes collègues Louisa et puis son équipe, François et puis Anne vont vous parler tantôt de comment est-ce que les ateliers ont été montés, comment est-ce que Guillaume et François sont allés chercher au niveau de tout ce qui est droit linguistique, et Louisa reviendra sur tout ce qui est recherche documentaire, le tout finalisé par Anne. C'est comment est-ce qu'ils sont partie prenante de cette histoire de la francophonie ontarienne désormais. Donc, comment est-ce qu'on les implique à travers leurs témoignages, à travers leur vécu, mais également à travers leurs préoccupations. Alors, donc, je vous dirais que c'est une grande première aujourd'hui. Nous avons voulu, à la faveur donc, de cet atelier, présenter la première étape de ce projet. Et on ose espérer que lorsque les ateliers vont commencer à être présentés à travers l'Ontario, on pourra commencer à voir un peu quel va être l'impact. Et on ose espérer qu'on pourra, j'ai envie de dire, en faire encore une plus grande promotion, mais toujours dans le souci de dire que ce projet n'est qu'il est avant-gardiste et il vise notamment à faire de telle sorte que les nouveaux arrivants soient également des acteurs de l'histoire de la francophonie ontarienne. Alors, Louisa, je suis allé assez rapidement pour gagner un peu de temps et puis on pourra toujours revenir lors de la période des questions sur, j'ai envie de dire, quelques petits détails que j'ai omis ici de mentionner parce qu'il y a eu d'autres petits détails là, qui m'ont amené vraiment là, à mettre ce projet en œuvre avec votre appui. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Donc ça, c'était pour vous expliquer, vous donner le contexte des origines de ce projet qui est une recherche-action. Donc, les acteurs au centre sont les immigrants, mais aussi les RIF, les partenaires qui sont ici pour en fait aider, soutenir et paver le chemin. Pour le deuxième volet de cet atelier, nous allons vous présenter la section de la recherche. Je vais partager mon écran pour cela et pour une raison mystérieuse, je vais sur cette diapo au lieu d'aller sur la première. Ça m'est déjà arrivé avant. Je pense que j'ai moi aussi un petit problème technique. Je vais réessayer si vous ne m'en voulez pas.
En attendant, j'aimerais présenter mes collègues qui vont faire cette présentation avec moi. Il y a François Larocque, qui est professeur à la section Common Law de l'Université d'Ottawa et qui est titulaire d'une chaire de recherche en droit linguistique. Guillaume Deschênes-Thériault, que beaucoup d'entre vous connaissez parce qu'il est très impliqué à plusieurs niveaux. Il est doctorant à l'Université d'Ottawa, il est chercheur associé et consultant et il est aussi conseiller de sa municipalité au Nouveau-Brunswick. N'est pas ici avec nous aujourd'hui ma collègue Monica Gézac, qui travaille à l'ILOB, à l'Institut des langues officielles du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, et notre assistante Anne Lechowicz, qui, elle, vous présentera la suite. Donc, je vais essayer encore une fois de partager mon écran. Voilà, je crois que j'ai trouvé le problème technique, donc ça devrait fonctionner. Alors, allons-y encore une fois, en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique. Voilà. Alors, donc nous avons pris la relève de Linda Cardinal et Martin Normand sur le volet recherche. Et je vais vous présenter brièvement la méthodologie qui consistait en une recherche-action que nous avons en fait reçue déjà très bien ficelée de la part de nos partenaires avec qui nous sommes mis d'accord sur comment nous allions mettre le tout en place. Et donc le but de la recherche, c'était une recherche documentaire, mais aussi une recherche de nature qualitative auprès des immigrants et des immigrantes francophones pour recueillir leur expérience et leurs conseils pour les nouveaux arrivants francophones dans le but de développer des ateliers qui pourraient leur présenter, pour leur aider à comprendre l'Ontario français et tous ses mystères et toute sa beauté, mais aussi toutes les luttes et l'expérience d'être un francophone en situation minoritaire. Nous visions 4 thèmes qui sont les thèmes autour desquels nous avons organisé cette présentation. Nous avons mené 20 entrevues auprès d'immigrants et d'immigrantes francophones dans chaque région de l'Ontario, donc dans l'Est, le centre-sud-ouest, le Nord, mais aussi des régions plus distantes, donc pas seulement les grands centres urbains, mais toute une panoplie en fait de communautés à travers la province qui avaient des parcours d'immigration et des parcours professionnels très variés, mais qui étaient considérés des modèles de réussite en termes d'immigration dans leur communauté et par leur communauté. Ensuite, nous avons analysé toutes ces données pour développer les ateliers. Ce que nous vous présentons ici, c'est en fait les résultats de cette analyse documentaire et des entrevues. Je passe la parole à mon collègue François, qui lui va vous présenter le premier thème autour des droits linguistiques. Ensuite, Guillaume présentera le deuxième sur les grands moments de l'immigration francophone et je procéderai aux 2 autres ensuite. Alors François, c'est à toi. Merci beaucoup, Louisa. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et surtout de participer à prendre part à ce projet-là qui dès le début, m'a emballé parce que c'est un enjeu qui est important évidemment, pour les principaux concernés, les immigrants qui viennent et qui s'installent en Ontario et qui cherchent à vivre en français aussi, mais aussi simplement comprendre l'environnement linguistique dans lequel ils s'installent. Et un peu comme Alain le disait, comprendre l'histoire des luttes et des combats qu'ont menés les francophones pour continuer à exister en français dans cette province fortement anglophone et de, bref, dresser un portrait de comment la sécurité linguistique de la minorité linguistique francophone est assurée par l'entremise du droit. Du moins, ça, c'était la composante qui m'intéressait, moi, en tant que chercheur et avocat en droit linguistique. Et je dois dire que les entrevues qui ont été menées par l'équipe qui nous a précédés ont été très révélatrices pour moi, très riches, et qui m'ont même aidé à faire comprendre
des perceptions, du moins à corriger certaines perceptions que j'avais moi-même par rapport aux souhaits et aux aspirations des communautés immigrantes. Par exemple, c'était intéressant de constater des témoignages que certaines personnes ne savaient pas que en Ontario, le français jouissait d'un certain statut juridique. Euh, à peu près tout le monde comprenait que le Canada est un pays bilingue avec 2 langues officielles, le français en est une, mais ne comprenait pas nécessairement à quoi ça ressemblait sur le terrain. Qu'est-ce que ça pouvait là, représenter en termes d'accès aux services, à l'éducation ou quoi que ce soit. Ou encore, certaines personnes entretenaient l'idée que lorsqu'on est dans un régime de langues officielles, ça veut dire qu'on a droit aux services privés, donc des commerces qui peuvent offrir ou non des services en français. Donc, c'est ça qui m'a donné, moi, les pistes de travail pour monter des ateliers, un atelier sur les droits linguistiques et qui dresse le portrait, je pense, des grandes lignes des différentes normes, des différentes lois qui sont en vigueur au pays, en commençant par la Constitution du Canada, et qui expliquent, je pense, en langage simple, c'est ça, les tenants et aboutissants de notre régime juridique de droit linguistique. Et ça impliquait donc, comme vous voyez à la diapositive là, qui est à l'écran, euh, une présentation en 3 temps qui expliquait justement les différentes questions qui relèvent des différents paliers de gouvernement au Canada. Alors, on a évidemment le palier fédéral qui, lui, est encadré par la Constitution du Canada, la loi suprême du pays, et par aussi la loi sur les langues officielles. Donc, 2 textes extrêmement importants qui font du Canada le pays bilingue qu'il est aujourd'hui. Euh, qui encadre l'accès aux services en français dans le secteur de la justice. Donc, on a le droit d'accéder les tribunaux, de plaider nos causes en français, de déposer des documents à la cour en français. On a le droit aussi à certains services du gouvernement, pas certains services, tous les services qu'offre le gouvernement fédéral, partout au Canada, dans la langue officielle de notre choix. Et aussi, dans certains contextes très limités, certaines entreprises privées de compétences fédérales sont également régies. Et donc, l'atelier là, présente un peu ces limites-là. Au provincial, on se rend compte que c'est là où se trouvent les services en français et les enjeux linguistiques qui touchent de plus près les citoyens et incluant donc les nouveaux arrivants qui s'installent dans la province. Parce que la justice relève également de la province, les services provinciaux, ça inclut la santé, bien entendu, et donc quelque chose qui touche directement les intérêts des personnes qui vivent dans la province. Les entreprises privées aussi qui offrent des services pour le compte du gouvernement provincial. Mais de loin, la question la plus importante, bien entendu, c'est l'éducation. Alors, ça veut dire quoi avoir accès à l'éducation dans la langue de la minorité en Ontario? Comment fonctionne le système provincial sur le plan juridique? Et donc, l'atelier cherchait à refléter ça. Mais aussi, et là, ça représentait un trou, ou du moins un besoin criant, de ma perspective, en matière d'éducation publique, au côté municipal. Plusieurs personnes ne savent pas, par exemple, qu'en Ontario, certaines villes ont des obligations linguistiques à l'égard des minorités francophones. Et inversement, certains citoyens de certaines municipalités ont des droits à l'égard de leur municipalité et ont le droit donc de demander et d'obtenir des services en français. Ce n'est pas toutes les villes de l'Ontario qui participent de ce régime-là, un régime qui a été créé dans une loi très importante en Ontario qui s'appelle la loi sur les services en français. Mais voilà, l'objectif était de dresser ce portrait-là et de donner donc
une base sur laquelle les gens vont pouvoir s'éduquer, se former et s'outiller pour exercer leurs droits linguistiques et aussi exercer les recours juridiques en cas de manquement. Et donc, tout ça, c'était le défi que j'ai tenté de relever là, en préparant l'atelier et que Anne va sûrement devoir vous expliquer en plus grand détail. Alors ça termine ma partie. Merci beaucoup, François. Et en effet, la structure de nos gouvernements sont très compliquées. Donc, j'ai moi-même très hâte de voir cet atelier et améliorer mes propres connaissances du système juridique par rapport aux langues. Okay. J'essaie de faire avancer les diapos. Ça accroche. Voilà. Donc, nous passons au deuxième thème de ce projet qui concerne les grands moments de l'immigration francophone en Ontario, qui est un volet plus historique. Et Guillaume va nous parler de la manière dont il aborde cette question qui est importante. Et bonjour tout le monde, merci Louisa. Donc, les grands moments de l'immigration francophone en Ontario, je vous en parle en quelques minutes aujourd'hui, mais c'est un thème dont on pourrait parler plusieurs heures parce que c'est un thème très riche. Donc, d'abord, comment est-ce qu'on l'a abordé? J'ai été voir dans les entretiens, comment est-ce que les personnes répondaient aux questions par rapport à l'histoire des grands moments de l'immigration francophone en Ontario. On peut changer de diapo, Louisa, si tu veux. Oui, j'essaie. Oh. J'essaye, voilà. Parfait. Donc, comme vous le voyez, qu'est-ce qui était intéressant lorsque les entretiens ont été menés, des questions étaient posées par les collègues sur les moments de l'histoire de l'immigration francophone en Ontario, plusieurs d'emblée faisaient référence au fait que l'histoire du Canada, en grande partie, c'est aussi une histoire de vagues migratoires. Écoute, les Premières Nations, bien, à plus ou moins 10 générations près, on est tous et toutes des descendants de personnes migrantes. Donc, à différents moments, les vagues migratoires ont eu sont inscrites dans différents contextes, mais que l'immigration, les migrations, c'est inscrit, ça fait une partie prenante de l'histoire du pays. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une des citations qui est mentionnée dans la diapositive. Et de là, donc, on part de ce temps-là de la Nouvelle-France. On aborde aussi la question de, après donc, la cession de la Nouvelle-France aux Britanniques en 1763, l'immigration de personnes d'expression française vers l'Amérique du Nord a diminué de manière très importante. On ne dépassait pas le millier par année. Au 19e siècle, il y a aussi eu le rôle du clergé catholique qui faisait des missions de recrutement dans des communautés religieuses francophones en Europe. Et on revient aussi un peu sur l'histoire, l'évolution de la politique canadienne d'immigration, qui au départ, donc la première loi sur l'immigration au Canada remonte à 1869, donc 2 ans après la Confédération. Et à ce moment-là, la préoccupation principale, c'était d'accroître la population canadienne et l'exploitation des terres agricoles de l'Ouest. Et d'ailleurs, en 1869, l'immigration relevait du ministère de l'Agriculture à Ottawa pour montrer vraiment le lien qu'on faisait entre le développement des terres et l'immigration. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir à ce moment-là? Vraiment, les politiques d'immigration au Canada visaient principalement des personnes immigrantes d'origine britannique ou des États-Unis. Donc, on visait davantage sur une immigration anglophone. L'immigration francophone n'était pas dans les priorités, loin de là à l'époque. Et aussi, à ses débuts, il y avait plusieurs éléments ouvertement discriminatoires dans la politique d'immigration du Canada. On peut penser, par exemple, à la taxe d'entrée pour les personnes originaires de Chine. Et pour voir vraiment l'émergence de qu'est-ce qui est notre système d'immigration, que je pourrais dire moderne, un peu comme on le connaît aujourd'hui, il faut attendre la fin des années 1950, début des années 1960, notamment le passage d'Hélène Fairclough, qui était la première femme, d'ailleurs, à siéger au cabinet fédéral et qui était ministre de l'Immigration et qui a eu comme mandat de réformer la politique d'immigration au Canada pour retirer les différents éléments discriminatoires de la politique d'immigration canadienne. Et quelques années plus tard, en 1967, il y a eu l'introduction du système de points pour évaluer les candidatures à l'immigration. Ça, c'est un moment marquant même pour l'histoire de l'immigration francophone, parce qu'à partir de ce moment-là, ça a permis une évaluation plus objective des candidatures à l'immigration. Et de preuve, donc, le système a été introduit en 1967 et en 1971, c'était la première fois dans l'histoire du Canada où la majorité des nouveaux résidents permanents étaient originaires de l'extérieur de l'Europe. Et c'est une tendance qu'on connaît depuis ce temps-là. On peut aller à la prochaine diapo.
Et qu'est-ce qui est particulier dans le contexte de l'Ontario, c'est que même s'il n'y avait pas à l'époque, au début des années 70, de politique particulière pour stimuler l'immigration francophone, avec cet élargissement-là des différents pays sources, il y a de plus en plus de personnes francophones qui venaient tout de même s'établir en Ontario, donc des ressortissants de pays africains notamment, et ça a contribué à une diversification des communautés francophones. Parce qu'initialement, lorsque le Canada a adopté la politique du multiculturalisme en 1971, il y avait des tensions importantes entre la vision d'un Canada bilingue et d'un Canada multiculturel. Et lorsqu'on fait un travail d'archives, je me suis notamment basé sur une excellente thèse de maîtrise d'Anne Boily qui revient un peu sur comment l'immigration francophone est devenue une priorité et qui rappelle à l'époque, ça a été reçu avec un scepticisme dans les milieux francophones. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en les années 1970 et 1990, donc c'est dans la décennie des années 1990 où on voit un point tournant et que l'immigration francophone devient une priorité, il y a vraiment un changement qui s'est opéré au sein des communautés francophones, notamment en Ontario. Et dans ces changements-là, les personnes immigrantes francophones ont joué un rôle prédéterminant très important. Donc, étant de plus en plus nombreuses, il y a des personnes immigrantes francophones qui ont joint les milieux communautaires. Dans les années 80, on a même vu la création d'organismes pour représenter les personnes immigrantes francophones qui remettaient un petit peu en cause la façon dont les organismes traditionnels francophones faisaient leurs activités de représentation. Et de facto, la population immigrante a participé vraiment à une transformation des communautés francophones en créant des espaces animés par la diversité. Et vraiment, lorsqu'il y a eu la loi sur le multiculturalisme qui a été votée en 1988, la réception au sein des communautés francophones était complètement différente de ce qu'on avait vu 20 ans plus tôt. Un accueil nettement mieux. Et à partir des années 90, vraiment, là, il y a eu une concertation à la fois en Ontario et au niveau pan-canadien pour faire de l'immigration francophone une priorité. Début des années 2000, c'est vraiment là qu'on a vu la structuration d'un secteur, le premier plan d'action pour les langues officielles avec un financement pour l'immigration francophone, modification de la loi sur l'immigration du Canada pour ajouter des objectifs visant l'immigration dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et c'est avec ces financements-là, notamment, qu'on a vu la mise en place d'un secteur d'établissement francophone, la création des réseaux d'immigration francophone, des projets de recherche, des activités de promotion. Donc, je ne referai pas l'ensemble de l'histoire, mais on peut voir quelques moments. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est le rôle clé des personnes immigrantes dans le fait que l'immigration francophone est devenue un enjeu prioritaire. Et dans l'atelier, donc, on fait aussi un retour, comme Alain le mentionnait en introduction, les personnes immigrantes francophones sont au cœur de l'histoire de l'Ontario français et contribuent de manière importante à façonner l'histoire actuelle, récente en Ontario français. On cite au-dessus d'une douzaine, ce n'est pas une liste exhaustive loin de là, mais différentes façons dont la francophonie ontarienne s'est diversifiée. Comment est-ce que les personnes d'origine immigrante sont partie prenante et contribuent de façon active à façonner l'histoire de la francophonie d'aujourd'hui. Donc, on sait toute une diversité de cas dans l'atelier. Donc, un petit résumé en 7 minutes du contenu. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, je vais passer maintenant, en fait, à deux dimensions qui, de mon point de vue, constituent la clé pour démystifier comment fonctionne le fait de vivre dans une situation minoritaire. Donc, le troisième thème aborde la question du bilinguisme qui vous a déjà été présenté et la valeur ajoutée. En fait, le jeu de pouvoir entre le français et l'anglais, est-ce que ça vaut la peine d'apprendre l'anglais? Est-ce qu'il faut parler les deux choses, les deux langues? Est-ce qu'on peut vivre et travailler seulement en français? Donc, tous ces enjeux en lien avec en fait, la dominance de l'anglais et la situation minoritaire du français. Pour interpréter ces informations, nous avons utilisé comme cadre conceptuel le cas de la valeur instrumentale des langues, combiné avec les notions d'insécurité linguistique et aussi de sécurité linguistique qui sont revenues au fil des propos de nos participants. Donc, les 4 grands thèmes sont autour des jeux de pouvoir. Le fait qu'il y a en fait une inégalité entre le français et l'anglais et une réalité très complexe où parler français ou être francophone peut être un atout, peut apporter par exemple des opportunités économiques.
mais aussi le fait qu'il y a un décalage entre les discours officiels du bilinguisme, ce qui est écrit dans la loi, et l'expérience sur le terrain. Et pour beaucoup d'immigrants francophones, cette réalité doit être apprise et vécue au quotidien. Et donc, on parle souvent de bilinguisme asymétrique, où en fait, le Canada n'est pas bilingue dans un absolu complet, mais il y a des jeux de pouvoir où des fois, on a l'accès aux services en français, mais des fois, elles ne sont pas là. Être bilingue donne des avantages, notamment sur le plan de l'emploi, mais des fois, non. Donc, c'est des réalités très complexes qu'on a essayé de partager à travers, en fait, le vécu des participants qui étaient eux-mêmes des immigrants qui ont dû apprendre tout cela et les conseils qu'ils peuvent donner. Donc, le fait qu'être francophone peut être lié à de l'exclusion, mais il y a aussi les questions autour des accents, des différents parlers français ou avoir l'accent français quand on parle en anglais et la complexité de l'expérience associée avec ces jeux de pouvoir. Donc là, on a vu que les immigrants rapidement, en fait, savent comment utiliser la langue d'une manière instrumentale. Des fois, être francophone et faire la demande pour immigrer en Ontario donne des avantages parce qu'on a plus de points. Ça donne aussi des avantages, par exemple, pour accéder à des études. Par contre, quand il s'agit de l'emploi, ne pas avoir l'anglais peut être un désavantage. Donc, il faut apprendre l'anglais, mais il y a quand même souvent des postes, par exemple dans des régions éloignées où ils ont besoin de quelqu'un qui parle français. Puis là, être un francophone a son avantage, mais même si le poste est de langue française, il est exigé de parler français, ils doivent quand même travailler en anglais tel que le décrit la citation. Les valeurs intrinsèques réfèrent plutôt à une valeur symbolique de la langue, le fait qu'on aime parler français pour la beauté du français, pour son identité, pour maintenir des relations avec d'autres francophones, pour le transmettre à ses enfants. Et nos participants ont beaucoup parlé de comment le français, en fait, leur ouvre des portes pour appartenir à la communauté francophone ou à la communauté, à la société canadienne, mais aussi l'importance qu'ils donnent de transmettre les langues à leurs enfants parce que c'est une valeur importante pour eux, pour leur identité, pour communiquer avec leur famille. Et en fait, nos participants voient tous beaucoup d'avantages au bilinguisme. Ils veulent que leurs enfants soient bilingues. En fait, ça fait partie de l'identité canadienne, même si sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. Enfin, beaucoup des participants en fait, dépassent le bilinguisme pour parler de la réalité plurilingue. Beaucoup d'immigrants, on les appelle francophones, on dit qu'ils sont d'expression française, mais eux-mêmes viennent de pays où on parle d'autres langues, le français leur deuxième, leur troisième langue. Et beaucoup nous ont dit qu'en fait, l'important, c'est de parler beaucoup de langues. Ils ont partagé que dans leur famille, ils parlent plus qu'une langue, ou des fois que le français est la langue commune, mais tous parlent d'autres langues également. Donc, vraiment une ouverture et ils voient l'apprentissage de la langue comme une ouverture pour en fait être un meilleur citoyen dans le monde et qu'il est important pour eux de transmettre les langues, même si des fois, c'est un défi de transmettre une langue qui n'est pas parlée au Canada ou quand les deux parents parlent des langues différentes, de pouvoir les transmettre. Donc, ils valorisent vraiment le plurilinguisme et ces résultats nous montrent un peu les contradictions, les réalités bizarres du fait minoritaire, le fait qu'on valorise le bilinguisme, mais en fait, on a deux langues qui sont inégales, qui des fois sont pas en contradiction, essayer de dominer l'une l'autre. Les participants nous ont parlé de la diversité des stratégies, même s'ils n'ont pas le français, on peut être francophone et trouver des avantages, mais un grand décalage entre la description qu'on fait du français et la réalité linguistique et le fait que le Canada devient de plus en plus plurilingue à travers l'immigration. Donc, ce qui est francophone est en train de changer. Ce qui donne lieu en fait au quatrième thème qui a lien plus avec l'expérience de l'intégration. Comment faire sa place comme immigrant francophone, les succès, les défis et les stratégies adoptées.
Ici, pour notre cadre conceptuel, on s'est inspiré de la géographie sociale qui examine le rôle des espaces à diverses échelles et des identités et les dynamiques entre les deux et l'interdépendance entre les espaces et les identités. On se sent francophone, mais dans un espace anglophone, peut-être qu'on se sent plus immigrant, et le rôle des normes, des pratiques qui régissent, en fait, qui gouvernent les espaces et les identités. 3 grands thèmes autour des représentations des identités francophones et appartenance, les défis et les stratégies, mais aussi des notions variées de succès et le fait qu'il n'y a pas un seul parcours pour devenir un franco-ontarien ou s'intégrer comme francophone immigrant. Je vais passer un peu plus rapidement ici. Nos participants nous ont parlé un peu de la méconnaissance ou de la mauvaise compréhension du français en Ontario ou dans le Canada anglais et les avantages du fait qu'il existe des communautaires qui peuvent soutenir, aider les immigrants et que ça ouvre les portes. En fait, la francophonie ontarienne ouvre des portes, donne des chances, donne des opportunités et ils auraient aimé ça, en fait, savoir qu'il y avait des francophones avant plutôt que d'essayer de s'insérer dans la société anglophone. Mais aussi le fait qu'il faut comprendre la réalité des franco-ontariens, ce qui touche à ce qu'Alain expliquait tout à l'heure par rapport à la lutte pour avoir accès aux services, à l'éducation, et que ce n'est pas évident pour les nouveaux arrivants de comprendre cette longue histoire, et à la fois aussi qu'en fait, ce n'est pas forcément évident de devenir franco-ontarien, qu'il y avait des perspectives très différentes sur qui est franco-ontarien et comment on définit un franco-ontarien. Pour certains, ceux qui sont francophones, qui habitent en Ontario, sont automatiquement des franco-ontariens, mais aussi la question en fait, de participer à la vie politique, comprendre la lutte et participer dans la communauté. Pour d'autres, c'est un processus plus graduel, justement à cause de l'expérience, de l'histoire, mais qu'avec le temps, on peut devenir franco-ontarien, encore une fois, à la condition qu'on participe, qu'on s'engage. Les défis, il y en avait beaucoup et vous les connaissez, donc il n'y avait pas vraiment de choses nouvelles, mais la perspective de quelqu'un qui a surmonté ces défis est intéressante. Ils nous ont parlé des défis d'adaptation, que ce soit le climat, trouver du logement et surtout l'accès à l'information qui est difficile pour les nouveaux arrivants. Ils nous ont parlé des défis liés à l'emploi, notamment la fameuse expérience canadienne, le manque de reconnaissance des crédits, toutes les difficultés aussi liées à la langue, ainsi que des expériences de discrimination, d'exclusion ou de manque d'inclusion qui parfois étaient liées à du racisme, mais d'autres fois à de l'ignorance. Donc, beaucoup avaient des points de vue un peu différents, un peu subtils selon les contextes et les situations. Et ils nous ont aussi parlé en fait des relations de société qui sont beaucoup plus individualistes. Et encore une fois, le rôle de la langue comme un élément de discrimination ou d'exclusion, mais qui à la fois peut aussi être un point d'inclusion. Donc, il y avait ces va-et-vient entre exclusion et inclusion. Et ils nous ont partagé des stratégies qu'eux avaient mobilisées. Donc, l'accès à l'information est clé et les propos ont en fait confirmé des recherches antérieures sur l'importance des espaces francophones et des communautés francophones comme vecteurs d'intégration parce qu'ils accueillent bien les immigrants, leur donnent des opportunités et eux proposaient vraiment d'encourager les nouveaux arrivants à participer, à s'intégrer, à explorer les espaces, les associations, tout ce qui était francophone parce qu'on finit par être bien accueilli et c'est là qu'on peut être reconnu et développer un sentiment d'appartenance. Le rôle des communautés ethnoculturelles qui peuvent aussi servir de vecteurs. Et nos participants ont beaucoup insisté sur en fait une certaine posture, un état d'esprit, le fait que c'est difficile, il faut faire un effort, ça prend du travail, mais que c'est possible et donc l'importance d'être bien préparé face aux défis que cette participante à comparer en fait à accoucher un enfant. Donc immigrer, c'est juste la tête qui est sortie, mais il faut encore pousser, faire beaucoup d'efforts. Ils nous ont aussi partagé beaucoup de notions différentes de succès. Donc le succès d'être un immigrant vient
dans toutes sortes de formes. Juste le fait d'avoir réussi à immigrer, d'obtenir la citoyenneté, pour certains, est déjà un succès. D'autres, réussir à s'intégrer, développer un réseau, sentir un sentiment d'appartenance. Pour d'autres, c'est plus par rapport à leur profession, à leur carrière, à travailler fort, réussir son rêve, que ce n'est pas facile, mais en fait, il y a beaucoup de façons de voir le succès et qu'il y a beaucoup de parcours différents. Chacun doit trouver son chemin, mais qu'éventuellement, il est important de communiquer le succès des francophones, et certains trouvaient que les francophones ne se vantent pas autant que les anglophones. Les anglophones sont meilleurs à montrer combien bons ils sont. Donc, ces résultats viennent en fait renforcer des recherches antérieures sur l'importance de l'information, le défi en fait à accéder aux communautés, mais le rôle important que les communautés jouent dans le parcours des nouveaux arrivants, quoique des fois le rôle peut être ambivalent, il peut être limitant, notamment à cause des enjeux linguistiques. Nous avons aussi vu un peu des différences régionales. Des fois, être dans une région moins francophone peut donner des avantages aux francophones, mais le contraire est aussi le cas. Et surtout, ils ont souligné l'importance des espaces francophones et le fait que c'est un travail à deux voies où tant les immigrants que les communautés doivent s'adapter l'un à l'autre. Je vous remercie et je passe la parole à Anne qui va vous donner un aperçu sur les ateliers et nous prendrons des questions à la fin pour en fait répondre si vous voulez plus d'informations. Alors Anne, c'est à toi. Merci beaucoup, Louisa. Donc, pour ma part, je vais vous présenter les ateliers par et pour les immigrantes et immigrants francophones. Donc, comment finalement on est passé d'un rapport de recherche à des ateliers pensés pour le grand public. Donc, pour rappel, nous avons 4 ateliers avec les thématiques qui vous ont été présentés. Et ces ateliers seront offerts par les 3 réseaux d'immigration en immigration francophone de l'Ontario. Donc, le format des ateliers, chaque atelier est d'une durée d'environ 30 minutes avec une partie de discussion. Pour les modalités, ils sont pensés pour être offerts à la fois en format virtuel et en format présentiel selon les besoins. Et les supports, c'est des présentations PowerPoint avec un guide d'animation pour être facilement utilisable par les différents animateurs. Et enfin, le contenu, il est basé sur le rapport de recherche donc, qui vient d'être présenté par Louisa, François et Guillaume. Alors, pour la démarche, il y a eu 3 principes directeurs dans la démarche de conception pédagogique. D'une part, la priorité, c'était vraiment de transmettre la voix des personnes immigrantes, donc de veiller à représenter le plus possible les 3 régions et toutes les personnes qui ont été interviewées dans le cadre de la recherche, et également d'être moins sur un contenu académique, mais vraiment de faire la part belle à leurs témoignages. Le deuxième objectif, c'était de rendre l'information accessible, donc de passer d'un contenu académique à un contenu grand public, donc d'utiliser des présentations visuelles, de synthétiser l'information, de la rendre plus dynamique, multimodale également, puisqu'on a un rapport en noir et blanc de nombreuses pages et passer à quelque chose de plus attrayant visuellement. Voilà. Et enfin, excusez-moi, la dimension interactive, donc intégrer des activités et donner l'opportunité aux participants aux ateliers d'échanger entre eux et d'interagir sur ces différents thèmes. Donc, on a un format finalement qui est plutôt atelier qu'une présentation magistrale. Alors, les ateliers, parmi les 4, ils se regroupent un peu par 2, c'est-à-dire l'atelier 1 sur l'histoire et l'atelier 2 sur les droits, qui sont plus basés sur les connaissances, donc une transmission d'informations. Et l'atelier 3 et 4, comme les a présentés Louisa, le contenu est beaucoup plus basé sur les témoignages des 20 personnes que nous avons interviewées.
Donc, l'atelier 1 et 2 sont des structures similaires et 3 et 4 également. Donc là, pour vous donner l'aperçu, j'ai choisi de vous donner un aperçu de l'atelier 2 et de l'atelier 3. Alors, quelle est la structure de l'atelier 2? Et c'est une structure similaire pour l'atelier 1. Donc, l'atelier 2 sur les droits. D'abord, il y a une activité de vrai ou faux pour déboulonner les mythes. Donc, comme on avait parlé François Larocque, toutes ces idées reçues sur les droits. Ensuite, et ça c'est vraiment le corps de l'atelier, c'est une présentation synthétique et visuelle du contenu, donc de ce qu'a présenté François Larocque. Et ensuite, une activité de mise en pratique. Et la dernière section, c'est des ressources complémentaires sur le thème pour aller plus loin. Parce que, bien sûr, en 30 minutes, on ne peut pas couvrir l'intégralité des droits linguistiques. Donc, je vous montre des exemples. Premier, vrai ou faux, assez général. Seuls les habitants du Québec ont des droits linguistiques en français, donc avec des possibilités d'utiliser les fonctions de vote si c'est en ligne ou un vote à main levée en présentiel. Et il y a différents vrais ou faux comme ça qui vont être parfois très généraux et des fois plus spécifiques. Par exemple, François Larocque avait mentionné les entreprises privées. Il y a une question sur ça. Et ensuite, on a donc la réponse de manière succincte et c'est ensuite développé dans le corps de l'atelier. Et le corps de l'atelier, il s'articule vraiment autour de ce schéma qu'a expliqué François Larocque, c'est-à-dire les différents paliers et les différents domaines. Et donc, pour chacun, essayer de présenter l'information de façon visuelle, synthétique et l'information qui est utile pour les personnes immigrantes. Qu'est-ce qui va les intéresser, elles, plutôt qu'une présentation exhaustive. Donc là, pour chacun de ces blocs, on a, donc là, en l'occurrence, l'éducation dans le domaine provincial. On va avoir du détail avec les textes de loi de façon brève et puis les lieux d'application. Et ensuite, plus d'informations, encore une fois, présentées dans un format visuel. Donc là, pour les droits linguistiques provinciaux dans le domaine de l'éducation, ce qui va être vraiment intéressant, c'est l'article 23 de la charte. Finalement, ce qui va intéresser les nouveaux arrivants, c'est est-ce que je peux ou pas inscrire mon enfant dans une école de langue française? Et donc là, de façon schématique et résumée, on a tous les critères inclus dans l'article 23. Donc voilà, pour chaque droit, dans chacun des domaines et chacun des paliers, on a une présentation comme ça succincte et visuelle. Et la dernière partie porte sur les que faire si les droits linguistiques ne sont pas respectés, donc les plaintes. Là encore, un schéma pour savoir quelles sont les différentes étapes et l'activité de mise en pratique qui vient à la fin de l'atelier et une activité de simulation avec l'application Planctus qui a été développée par François Larocque et son équipe. Et donc, avec différents scénarios, on va demander aux participants, soit à l'aide de leur téléphone, soit à l'aide du site web, d'interagir avec le chat box de l'application, donc la boîte chat, avec chaque scénario, ça va les guider vers est-ce qu'ils peuvent porter plainte, oui ou non, et si oui, auprès de quelle entité. Voilà, donc là, les réponses. Donc, l'animateur peut bien sûr montrer le chemin à emprunter si ce n'était pas aisé pour les participants, afin qu'ils puissent utiliser cette application dans leur quotidien. Il s'agit plutôt que de repartir de l'atelier avec tous les droits linguistiques en tête. Il s'agit d'être outillé, de savoir dans quel domaine j'ai des droits et comment faire si ceux-ci ne sont pas respectés. Alors, je passe à l'atelier 3 sur la valeur ajoutée du bilinguisme. Et là encore, vraiment, l'idée, c'est de passer d'une présentation, un contenu académique avec des citations, des résultats, des concepts à quelque chose de plus accessible. Donc, activité 1, nuage de mots. Ensuite, présentation du contenu. Ça, c'est encore une fois le corps de l'atelier. Et ensuite, groupe de discussion et ressources complémentaires. Donc, nuage de mots, une question simple. Quels sont les mots qui vous viennent en tête si je vous dis bilinguisme au Canada? Et là, les personnes ont l'option de mettre 3 mots. Donc là, c'est une simulation que j'ai faite avec mes collègues, mais le nombre de participants peut être bien sûr plus élevé que 7.
Donc, ça crée un nuage et là, l'animateur peut commenter. Bon, là, on voit le terme anglais qui apparaît en premier, donc ce n'est pas anodin. Et ensuite, on utilise à nouveau justement cette présentation que Louisa a présentée, mais de façon beaucoup plus synthétique, c'est-à-dire c'est juste pour replacer les thèmes, pour replacer les enjeux, mais on va faire la part belle aux témoignages et donc ceux-ci vont être présentés sous format vidéo. Donc plutôt qu'avoir des citations, bah là on a des petites vidéos pour illustrer ces concepts. Alors, Lisa, est-ce que tu peux me faire un signe de tête si le son marche bien? Donc là, je vais vous montrer, je reviens juste rapidement, Lisa l'a très bien expliqué, les expériences d'exclusion liées aux accents et insécurité linguistique. Donc l'animateur explique rapidement de quoi il s'agit et ensuite on passe à la vidéo. Comme tu n'as pas l'accent ontarien, tu n'as pas de compétence. La compétence, ce n'est pas l'accent. Je suis désolé. La compétence, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas l'accent ontarien, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Ontariens qui s'expriment mieux en français que moi, qui écrivent mieux la langue française que moi. L'accent, c'est quand tu es né dans un milieu, ça ne veut rien dire. Donc, oubliez ces histoires de petites choses, accent, tout ça là. Regardez les choses de façon beaucoup plus globale. Personne appelle. On leur dit non, on cherche quelqu'un qui parle français. Il dit, mais je parle français. Non, mais votre français, c'est on cherchait quelqu'un qui parle français sans accent. Dans certaines places, ici au nord de l'Ontario, on ressent la fierté de certaines personnes. Je parle français, voilà. Et ils veulent que la personne à qui, le client par exemple, ils veulent qu'il parle français avec eux. Et d'un autre côté, on a les autres extrêmes où on te dit hello, bonjour, et c'est un bonjour très, très, très gêné. Bonjour qui est très... on remarque le ton de la voix qui est trop bas, que la personne préfère parler en hello qu'en bonjour. Je parlais en anglais en France, ça peut éviter la moquerie ou tout comme ça, mais ici, clairement, les gens se fichent de ton accent, là, ils en ont rien à faire, là, puis ils vont faire l'effort de te comprendre. Puis, fait que, du coup, une fois que tu comprends ça, ta gêne disparaît, fait que tes progrès ils deviennent bien plus importants. Voilà, j'aimerais souligner que bien sûr la qualité, c'est des entretiens qui ont été faits sur Zoom, donc la qualité n'est pas idéale, mais je pense qu'elle est largement compensée par la richesse des propos et c'est vraiment le cœur de ces ateliers 3 et 4. Et je vais vous en montrer une dernière pour finir. Donc là, sur les enjeux du plurilinguisme que Louisa a présenté, on va les illustrer avec la vidéo. Nous, ici au centre communautaire, par exemple, nous avons plusieurs employés qui ont été embauchés à cause de leur capacité linguistique, non seulement français, mais aussi anglais et autres langues parlées, que ce soit des langues africaines, que ce soit l'arabe. Donc, il y a énormément de possibilités additionnelles en ayant au minimum les 2 langues officielles et plus. J'ai servi des francophiles et je parlais en anglais, puisque c'était la seule langue de communication possible. Et avec des francophones, j'ai parlé français. Et avec des arabophones, j'ai parlé arabe. Et avec des perses ou bien des farsis, j'ai parlé farsi. Donc, imaginez, ça prenait combien d'employés unilingues? Ça prenait 4 employés unilingues. Par contre, j'étais une seule personne qui pouvait faire le job des 4. Puisque je suis dans un pays, c'est ça qu'on appelle bilingue, être se connaître et puis s'ouvrir à l'autre aussi. Et moi, je fustige un peu les gens en Ontario et au Canada qui se contentent seulement de se limiter sur une langue. Moi, je ne trouve pas ça normal. Déjà, à la base, en tant qu'Africain, nous sommes multilinguistes. Il n'y a pas un Africain qui parle une langue, ça, comme ça n'existe même pas. Avant d'arriver ici, moi, je parlais déjà 4 langues. Alors, quand j'arrive ici et que je vois que, en se disant Canadien vivant dans un pays bilingue, on parle seulement anglais ou on parle seulement français, moi, je trouvais ça comme affreux. Je pense qu'il faut aller toujours s'ouvrir. Et puis, ça, c'est ça qui amène un pays de l'avant. Donc, j'invite les 2 côtés à apprendre la langue de l'autre, parce que le Canada en a besoin.
à la maison avec ma fille, j'essaie d'utiliser le français. Mon mari n'est pas francophone, il est anglophone, alors quand on est ensemble, on parle espagnol parce qu'on veut la faire apprendre aussi l'espagnol. Au bout de 3 mois, eh ben, elle me ramène les petits mots en anglais. Alors, et donc, j'ai dit non, pas d'anglais chez moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, j'ai dit, tu vois cette porte, la porte d'entrée? Dès que tu rentres, c'est le français. Alors, ou le vietnamien. Mais il n'y a pas d'anglais chez moi. Mes enfants parlent français à la maison parce que nous ne parlons pas la même langue africaine avec mon épouse et donc la seule langue que nous parlons avec les enfants, c'est le français. Voilà, et pour conclure, la dernière activité de l'atelier sur la valeur ajoutée du bilinguisme, qui est un groupe de discussion avec rapporteurs. Donc, les participants en petits groupes ont 10 minutes pour échanger sur un des thèmes tirés au sort. Et à la fin des 10 minutes, le rapporteur communique les idées principales formulées par son groupe à l'ensemble des participants de l'atelier. Donc, ça peut être des thèmes comme « Quels conseils donneriez-vous à une famille plurilingue pour transmettre les langues aux enfants ?» « Quels conseils donneriez-vous à une personne nouvellement arrivée pour améliorer son anglais ?» « Quels conseils donneriez-vous pour réduire l'insécurité linguistique ?» ou « Parler français au Canada, c'est une plus-value économique ou un atout culturel ?» Voilà, donc là, pour encourager les discussions et l'interactivité au sein de l'atelier. Je vous remercie beaucoup et je pense qu'on peut passer à la période des questions. Merci beaucoup à tous et toutes. Et nous sommes ouverts à vos questions ou vos précisions. Si vous avez une question spécifique pour un d'entre nous, vous pouvez mentionner. Autrement, je vais aller voir et puis orienter les questions. Si tout va bien, vous devriez avoir un bouton qui dit Q&A pour les questions. Et puis, je vous encourage de nous demander des précisions. Donc, je vois qu'il commence à arriver quelques questions. Donc, c'est une question en anglais. Vous pouvez aussi nous poser des questions en anglais. Nous sommes tous au moins bilingues, si pas plus. Et vous pouvez aussi aller aimer des questions qui ont déjà été posées. Donc, pour la première question, on nous demande dans quelle mesure pensez-vous que les résultats de cette recherche peuvent se généraliser à d'autres régions du Canada qui sont dans une situation minoritaire francophone. Je pense que nous avons des participants qui ne sont pas en Ontario. Donc, j'aimerais demander aux membres, aux représentants des RIF, vous, que vous connaissez bien les autres régions. J'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais vous laisser parler. Donc, ça peut être Alain ou quelqu'un d'autre des RIF. Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Thomas, s'il a envie de commencer en premier, sans le mettre sur la sellette. Je pense que oui. La partie sur les compétences fédérales, c'est clair que ça s'applique. Par contre, le contexte local va énormément varier d'une province à l'autre. Au sein même de l'Ontario, on va remarquer les différences entre les participants du Nord, de l'Est, du Sud, notamment sur tous les droits municipaux. Donc, ma réponse, que je dirais, ce serait partiellement oui. Je pense qu'il y a une grande partie de l'étude qui pourrait faire une bonne base pour offrir un projet similaire dans des provinces acadiennes, franco-manitobaines, franco-albertaines, etc. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'il faudrait revoir puis comparer avec des candidats interviewés dans les autres provinces. Donc, ma réponse est un peu partiellement oui, mais majoritairement non, en raison que beaucoup d'éléments sont attachés à l'histoire spécifique et les droits d'une province en particulier. Mais on aurait un bon socle pour établir des ateliers ailleurs, je crois. Élise ou Jean-Claude, est-ce que vous voulez ajouter? Non. Non, Non, il n'y a pas. Oui, mais non.
Je partage l'opinion de Thomas. Il y a beaucoup de similitudes, notamment en ce qui concerne l'emploi, par exemple. Il y a des différences très locales, notamment par rapport à l'accès aux services qui dépendent de la taille de la communauté ou comment fonctionnent les écoles. Au plan provincial, je pense peut-être l'Acadie est peut-être un peu différente à cause de son histoire très particulière, très ancrée, l'identité acadienne qui est très forte. Pour les autres régions, il y a peut-être des différences locales, mais en gros, beaucoup se recoupent. Nous avons une question qui est beaucoup plus d'ordre technique. Quand les ateliers seront-ils lancés? Alain, as-tu une idée? Je sais qu'ils sont presque prêts. Peut-être aussi, comment est-ce que les gens qui s'intéressent aux ateliers peuvent y avoir accès? Ce serait aussi une question importante. Merci Louisa. Et puis je pense que, évidemment, l'atelier d'aujourd'hui met un peu la table et on ose espérer que, et comme tu l'as mentionné si bien, Anne est en train de finaliser les ateliers. Dès qu'on aura le tout, assez prochainement, avec mes collègues du Nord et puis de l'Est, nous allons procéder à une espèce de formation des premiers fournisseurs de services en établissement, notamment les travailleurs en établissement. Et on ose espérer le faire le plus rapidement possible. Donc, ça va commencer par la formation des formateurs et pour que les ateliers soient disponibles dans chacune des 3 régions de l'Ontario, c'est-à-dire dans le nord, dans l'est et puis dans le centre-sud-ouest. Donc, juste pour souligner que Anne a développé le matériel, le contenu des ateliers, les activités, les diapos, mais il y aura aussi un guide de formation parce que l'idée, c'est qu'ensuite, on forme les premiers formateurs, mais qu'ensuite, ces formateurs pourront former d'autres formateurs et ainsi de suite, en effet, de boule de neige. On nous demande également s'il y aura un moyen d'évaluer les ateliers. Et là, j'avoue que je ne sais pas. Anne et Alain, est-ce que vous avez déjà planifié avoir une méthode d'évaluation? Je vais laisser la parole à Anne tantôt, mais nous, dans notre entendement au niveau des 3 réseaux, on s'est dit que, évidemment, notre objectif, c'est que ces ateliers-là puissent servir justement aux nouveaux arrivants qui vont en bénéficier. Et leur rétroaction va nous aider à moduler, à compenser ou à améliorer le contenu. Donc, c'est sûr qu'au sorti de chacun des ateliers, il y a une espèce d'évaluation qui va être faite, mais de façon globale, on se donne une espèce de période, disons après 3, 4, genre gros maximum 6 mois d'ateliers en continu dans chacune de nos 3 régions. On se propose de faire une espèce de premier bilan pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et sûrement qu'on va revenir avec, j'ai envie, des éléments de modification aux besoins. Mais de façon globale, là, dans la mise en œuvre du projet, oui, il y a ces périodes d'évaluation là qui sont prévues. Anne, excuse-moi, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. C'est parfaitement complet, merci Alain. Ok, je ne vois pas d'autres questions, mais François, bien sûr, tu peux y aller. Je me permets de renchérir un peu sur la première question. Dans la mesure que c'est intérêt pour les membres de l'auditoire. Alors, savoir si le contenu des ateliers et de la présentation et de la recherche peut s'appliquer ailleurs au pays. Pour ce qui est des perceptions et des témoignages qui ont été recueillis, la question est excellente. Je pense qu'il faudrait reproduire l'exercice partout pour qu'on ait plus de données. Mais certainement pour ce qui est du contenu juridique qui a servi notamment à l'atelier numéro 2, je me permets de faire une plug publicitaire pour l'outil Planctus qui a servi là, à alimenter un peu le contenu. Alors, c'est un outil que ma chaire de recherche a produit qui s'appelle Planctus. Je ne sais pas si quelqu'un a la capacité d'écrire dans le chat le site, mais c'est planctus.ca. C'est un outil gratuit. Et ce qu'on y retrouve, c'est de l'information juridique gratuitement sur les différents régimes qui sont en vigueur partout au pays.
Alors, que ce soit le Nouveau-Brunswick, que ce soit le Yukon, le territoire du Nord-Ouest, l'Ontario, évidemment, le régime fédéral, bien entendu, le Québec, qui va être bientôt ajouté à Planctus. Bref, on peut trouver ces informations-là sur Planctus et ça peut être d'intérêt pour ceux et celles qui nous écoutent. Merci beaucoup. Donc, j'ai essayé d'afficher le lien planctus.ca. Dans mon app, ça a disparu, alors je ne sais pas où c'est. Mais on a une autre question très importante. Et François, je crois que tu serais en mesure d'y répondre. C'est quelqu'un qui est à Kingston, qui est une région majoritairement anglophone. Et donc, il n'y a pas de service francophone en ce qui a trait au centre de soins. Et donc, ils sont en discussion avec le maire qui propose de parler avec le député provincial, qui lui n'est pas très ouvert à ces discussions. Quelles seraient en fait les initiatives à entreprendre pour songer à fournir des services de soins en français dans la région de Kingston? Je pense que tu es la personne parfaite pour répondre à cette question. Et encore, Planctus serait un bon outil ici pour, comme piste, point de départ pour la personne qui nous pose la question. Mais bref, la loi qui s'appliquerait, c'est la loi sur les services en français de l'Ontario, qui s'applique au gouvernement de l'Ontario, les institutions, les ministères de la province, et aussi au-dessus de 220 presque institutions publiques, parapubliques qui offrent des services en français pour le compte du gouvernement. Donc, des fournisseurs de services en français. Et ceux-ci sont régis également par la loi sur les services en français. Donc, ma solution, ma recommandation serait de faire une plainte avec Planctus à l'Ombudsman de l'Ontario. Alors, l'Ombudsman de l'Ontario, depuis 2018, comme Alain l'a dit à l'introduction, a maintenant la compétence sur le traitement des plaintes à caractère linguistique par rapport aux services en français. Et donc, en envoyant une plainte au bureau de l'Ombudsman ou à l'unité des services en français, ces gens-là, cette équipe-là qui est excellente, qui fait un travail remarquable, va faire avec grande diligence là, les enquêtes pour savoir si, ce sont des institutions visées qui sont assujetties à la loi, et sinon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les aider à mieux desservir la population francophone de Kingston. Alors ça, c'est le travail de l'Ombudsman qui répond à l'appel. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres nouvelles questions, mais est-ce que quelqu'un voudrait rajouter d'autres informations ou précisions? Alain, notamment, tu as dit que tu avais pas parlé de tous les détails. Oui, je disais que je n'ai pas parlé de tous les détails parce que je vous avoue que je vous ai présenté un peu d'où est-ce que l'idée du projet est partie, les plans stratégiques. Ensuite, ce fameux mercredi noir là, au niveau de la francophonie. Mais parallèlement à cela, bien que je sois dans le dossier de l'immigration francophone depuis pratiquement 15 ans, c'est lorsque j'ai assisté à une cérémonie de levée de drapeau dans le cadre de la semaine de la francophonie. Et j'ai vu ce drapeau franco-ontarien monter. Et pour une première fois, j'ai prêté attention aux paroles. Et je ne sais pas, ce jour-là, c'est venu me chercher. Et je me suis dit, waouh, moi, immigrant, en train d'écouter l'hymne des franco-ontariens, avec ce drapeau qui monte avec les paroles, je me suis projeté un peu comme il y a quelques années, d'où est-ce qu'ils sont partis et comment est-ce qu'ils ont lutté. Et l'espace d'un instant, je me suis senti interpellé par ce qu'ils étaient en train de dire. J'ai dit, mais je suis dans le dossier de l'immigration francophone. Est-ce que je le fais juste parce que c'est mon boulot ou est-ce que je le fais parce que je suis devenu franco-ontarien? Alors, ce sont un ensemble d'éléments qui sont venus et qui ont contribué, je ne vous le cache pas là, qui ont contribué à la genèse de ce projet. Vous savez, quand le fédéral a lancé le plan stratégique pour favoriser l'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire en 2006, il y avait ce gros objectif-là, le premier qui était d'augmenter le nombre des immigrants francophones pour venir renforcer
Et donc, moi, je ferme toujours les yeux, je vois un peu comme une espèce de, on a besoin de troupes pour venir renforcer la lutte. Mais si les troupes qui sont constituées de nouveaux arrivants ne comprennent pas c'est quoi la portée de la bataille, s'ils ne comprennent pas la portée des enjeux, ben, ils vont être en nombre, sans contribuer, sans participer au débat, sans participer à tout ce qui s'est fait au niveau de la francophonie. Alors, donc c'est ça. On a beaucoup d'attachements, je ne vous cache pas, là, il y a un volet émotionnel par rapport à ce projet. Et Louisa, c'est l'occasion pour moi là, de vous dire merci à toi, à François, à Anne, à Linda et puis à toute l'équipe là pour nous avoir appuyés au niveau des réseaux à mettre cela en forme. On ose espérer que lorsqu'on va commencer à donner les ateliers, on va voir les résultats et on ose espérer que ça va faire des nouveaux arrivants, j'ai envie de dire, ils vont comprendre. Ce n'est pas un lavage de cerveau, c'est une compréhension de le milieu dans lequel vous venez vous installer. Voici les réalités. Vous allez comprendre les enjeux. Et on ose espérer que c'est de façon spontanée qu'ils vont participer désormais aux luttes qui sont celles des communautés francophones en situation minoritaire ici en Ontario. Voilà. Mes collègues pourront ajouter d'autres éléments. Merci Alain. D'ailleurs, on nous donne des suggestions pour plus de travail. Le dernier commentaire nous dit qu'il serait intéressant aussi d'avoir un aperçu ou une comparaison de l'Ontario français expliqué par les franco-ontariens dits de souche. Alain, toi, tu es peut-être dans l'entre-deux. Effectivement, que dirait un franco-ontarien à un nouvel arrivant ou un immigrant pour expliquer ce que c'est l'Ontario français. Et c'est aussi une voie pour développer ces liens qui étaient un des objectifs. Et peut-être on pourrait songer quel serait en fait ce que les franco-ontariens voudraient dire aux francophones qui s'installent ici. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une réaction par rapport à ça. Et je pense qu'on va bientôt clore parce que nous avons juste dépasser les temps, mais peut-être si quelqu'un voudrait réagir à ce sujet. Je vais laisser Thomas réagir. Moi, je me permets de répondre. Vas-y. Un commentaire, puis peut-être, ça n'a pas besoin d'être le dernier commentaire de la journée, mais ça, la question et le commentaire est excellent et je pense que ça vient rechercher l'importance de cet exercice et de ces ateliers ici, du projet que vous avez mené, parce que, évidemment, comme Guillaume le dit, tous les francophones sont dans le fond des immigrants, de souche ou non, on vient tous d'ailleurs. Et on est ici dans cette province à vivre et dans ce pays à vivre et à tenter de continuer à faire vivre le français. Et pourtant, le Statistique Canada nous parle d'un déclin constant de la francophonie au pays. Et en réponse à ce phénomène-là, le Canada décide récemment et d'actualité de prendre des grandes mesures pour changer un peu la vapeur. Et donc, dans le projet de loi C13, qui est présentement à l'étude au Parlement, donc c'est la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles du Canada, une composante importante de ce projet de loi-là, c'est justement une obligation au sein du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de développer une politique très détaillée, très ambitieuse pour l'immigration francophone. Et donc, l'idée étant que de faire des efforts pour aller chercher plus de francophones et venir au Canada, de bien les accueillir et de bien leur parler des services et de l'histoire et aussi de tout ce qui est à leur disposition, de bien les encadrer et avec l'ambition de justement changer le poids démographique de la francophonie canadienne. Donc, c'est des grandes choses que le Canada propose de faire. Et donc, des projets comme celui-ci, je pense, seront, j'espère, très utiles pour préparer cet avenir-là. Et aussi, peut-être, ça va enfanter, donner lieu à de nouveaux projets pour justement mieux recevoir les immigrants francophones au Canada. Je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à notre atelier. Je remercie mes collègues et nos partenaires
pour ce projet fort stimulant qui, nous espérons, aidera à ce que l'atterrissage des nouveaux arrivants soit un peu plus en douceur et leur permette vraiment de participer activement à la communauté francophone. Sur ce, on vous dit au revoir et vous pouvez contacter les réseaux en immigration de l'Ontario si vous avez des questions ou besoin d'autres informations. Nous vous remercions de tout cœur et on vous dit à bientôt. Merci et au revoir.